Bienvenue dans l'émission Le Business du Fitness, le podcast pour comprendre le futur du fitness et inspirer tous les professionnels à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Je suis Andy, coach sportif depuis 20 ans et j'accompagne des coachs et des patrons de clubs à créer un business dont ils sont fiers. Avec ce podcast, je vous propose de rencontrer ensemble des personnes inspirantes. L'idée est de rentrer dans leur tête et de comprendre comment ils en sont arrivés là aujourd'hui. Si vous voulez recevoir toutes les notes de l'épisode, pensez à vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Michael Fulham, préparateur physique et conférencier dans le monde de l'entraînement. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Michael. Comment aider les autres pour être une meilleure version d'eux-mêmes, le cursus de formation d'un personnel trainer, la puissance de la communication pour avoir du succès, comment créer des accompagnements qui impactent la vie de nos clients et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Michael. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Business du Fitness. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un ami canadien. Salut Michael Fulham. Salut, ça va bien? Oui, très bien. Est-ce que tu peux rapidement te présenter? Bien, Michael, comme tu me l'as dit, je suis québécois dans la petite province francophone du Canada. Puis, en fin de compte, je suis préparateur physique et je suis aussi conférencier là, dans le monde de l'entraînement. J'ai ma propre compagnie ici au Québec de préparation physique. On fait majoritairement avec des athlètes. On suit des athlètes de puissance et de sport collectif. Alors, on suit 16 équipes sportives au niveau universitaire, collégial, qui est l'entre-deux entre le lycée et l'université. Ouais. Pour nous, en fin de compte, c'est le collégial qu'on appelle. C'est une transition de 2 ans où la majorité des espoirs universitaires se développent là au Québec, c'est-à-dire qu'ils passent par cette transition. Puis on a des équipes au niveau du lycée, fait qu'au niveau des écoles secondaires ici là, qu'on suit depuis des années. Là. Puis les joueurs professionnels. En plus de tout ça, fait qu'on fait dans les sports qu'on va faire le hockey, le basket, le football américain, le football, ou nous ici qu'on appelle le soccer, D'accord, ouais. le rugby, la crosse, patin artistique, qui est un sport que j'aime bien, qui je travaille depuis longtemps. On fait aussi avec les gymnastes et la nage synchro. Alors, on est diversifié, mais beaucoup de sports où de la puissance est demandée pour pouvoir, en fin de compte, optimiser leur sport. Excellent, excellent. Et moi, j'ai fait ta connaissance il y a quelques semaines de ça et j'avais beaucoup aimé ton approche, donc je voulais absolument t'avoir sur le podcast. J'aime bien savoir, c'est comment tu as atterri en fait dans ce milieu-là. Est-ce que tu as atterri par le domaine du sport et que le sport pour toi, c'était quelque chose voilà, qui t'intéressait et que tu voulais vraiment en faire ton job? Ça s'est passé comment pour toi? Évidemment, je suis un ancien athlète. J'ai joué au football américain euh, pendant 10 ans. J'ai monté jusqu'au niveau universitaire, qui est ici le niveau le plus élevé avant de jouer professionnel. Mhm. Avant de jouer dans la NFL ou la CFL, qu'on considère là, ici, on a une ligue canadienne. Puis, j'ai joué au basketball aussi longtemps, tout mon secondaire, et je pratique encore là, dans une ligue amicale ici à l'université où je suis préparateur physique. Puis, la piqûre m'est venue en jouant au football américain. Mon préparateur physique que j'avais était une personne qui m'a apporté beaucoup. C'est-à-dire que, en fin de compte, m'avait apporté une plus grande confiance. En fin de compte, il m'avait apporté aussi le goût de m'entraîner. C'est-à-dire que j'aimais m'entraîner, mais lui m'avait apporté l'autre facette qui était comme les effets positifs, autres que juste les effets physiques. Quand on est jeune athlète, là, tu as 17 ans, t'es comme, ah, c'est le fun, tu sais, je suis plus musclé, je suis plus fort, mais tu sais, c'était aussi ben, ton énergie, Mike, l'impact positif que ça a en fin de compte sur ta santé, etc. Puis, de fil en aiguille, en fin de compte, j'ai commencé dès le cégep, on se rappelle entre le secondaire puis l'université, avant de rentrer en kinésiologie ici à l'université, qui est un peu votre programme de préparateur physique, là. Je suivais déjà des préparateurs physiques qui faisaient des équipes nationales. Euh, Puis que, en fin de compte, j'ai fait mes stages quand tu es à l'université en kinésiologie, fait que comme le certificat de préparateur physique en France, on a des stages à faire pour suivre des préparateurs physiques pendant un certain temps. Fait que je suis allé avec un préparateur physique qui s'occupait de l'équipe nationale de volleyball dans ce temps-là, Mhm. qui s'occupait de l'équipe de volleyball masculin, qui sont allés aux Jeux de Rio pour représenter le Canada. Puis lorsqu'il a réussi à faire ça, quand l'équipe a réussi à se rendre aux Jeux de Rio,
c'était la première fois en 30 ans qu'il retournait aux Jeux olympiques en volleyball masculin. Alors, pour le préparateur physique que je suivais, qui était à ce moment-là aussi mon employeur, parce qu'entre-temps, j'ai évolué puis j'ai commencé à travailler pour cette entreprise-là. C'était tout un exploit pour lui aussi. Puis c'était de le voir comment il coachait. Puis c'est ce qui m'a amené un peu à voir que la préparation physique, moi, j'ai toujours voulu aider les autres. Comment je peux aider les autres à être la meilleure version d'eux-mêmes? Comment je peux aider les autres à pouvoir se développer à leur plus grand potentiel? Fait que je trouvais que le kinésiologue qui était ici, qui est le préparateur physique, a un impact énorme sur les athlètes et aussi sur la population générale. Alors, nos deux clientèles ciblées, nous, c'est les athlètes. Et la deuxième, c'est les entrepreneurs. On travaille beaucoup avec des entrepreneurs ou des professionnels. Puis, on se rend compte que on peut leur apporter beaucoup. Parce qu'en tant que préparateur physique avec les athlètes, on est, euh, on est un peu la personne externe à l'équipe, mais proche d'eux. Ce que je veux dire par ça, c'est le coach en chef de l'équipe, l'entraîneur en chef d'une équipe de sport, collectif surtout. En fin de compte, il y a toujours la réticence où il y a l'autorité, c'est cette personne qui décide de ton temps de jeu, qui décide de combien de temps tu vas jouer, si tu vas jouer. Tandis que nous, comme préparateur physique, on n'a pas cet impact-là. Nous, on va les apporter à avoir des meilleures qualités athlétiques. Et j'en fais aussi de travailler sur être un meilleur athlète, pas juste au niveau professionnel, si tu veux, au niveau athlétique, mais au niveau personnel. Parce qu'on voit beaucoup que les athlètes sont à plus haut niveau, plus que les niveaux montent, les niveaux universitaires, on se rend compte que les athlètes ont le goût de performer et ont aussi la pression de performer. C'est-à-dire qu'ils se mettent une pression eux-mêmes de dire mais là, il faut que je performe si et ils se trouvent pas des excuses, mais des raisons. Puis, c'est de leur rappeler aussi qu'ils sont humains, et qui ont aussi le droit à l'erreur. Parce que on se rend compte que les athlètes ont beaucoup le ah, mais là, j'ai fait une erreur. Oui, tu as fait une erreur. Tout le monde a des erreurs. On va avancer au prochain niveau. Euh, Puis, ce que je me rends compte dans les sports d'équipe suite à la pandémie aussi, c'est le manque de la perte de la communication. Euh, Tu l'as vu quand on s'est rencontrés il y a quelques semaines, là, quand j'ai parlé de communication. Au terme des équipes de sport collectif, comme je t'ai dit, dans la majorité des équipes, des sports qu'on suit, c'est des sports collectifs. Les athlètes, avec la pandémie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont perdu contact avec leur groupe social, souvent leur équipe, perdu leur repère. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivaient beaucoup pour communiquer avec les autres. Grâce à la nouvelle technologie, hein, les cellulaires, Internet, tout va vite. Puis, le contact humain a été perdu un peu pendant la pandémie. Nous aussi, au Québec, là, les sports ont été fermés pendant 8 mois consécutifs où les équipes ne pouvaient pas pratiquer. Je ne sais pas si en France, c'est un peu comme ça, mais ici, nous, on était très, très, très restreints. Alors, on dirait qu'on se rend compte que maintenant, la communication est plus dure. Exprimer un point de vue ou comprendre que ce que l'autre dit ne nous appartient pas nécessairement. Alors, accepter de contrôler seulement les choses qui sont contrôlables. C'est un peu là où je me rends compte que le préparateur physique a aussi cet aspect-là de dire, rappelle-toi, tu ne peux pas contrôler la décision de ton coach. La seule chose que tu peux contrôler, c'est tes efforts. Qu'est-ce que tu fais pour devenir meilleur? Alors, je trouvais qu'il y avait un volet humain en arrière du volet physique là, que la préparation physique apporte. Puis un volet qui est aussi, qu'on appelle préparation mentale. On travaille avec des préparateurs, pas des préparateurs mentaux, que des psychologues sportifs ici. Puis, les psychologues font un énorme gros travail pour aider les athlètes. Puis souvent, un des psychologues me dit, Mike, tu les vois tellement plus souvent que moi. Moi, je vois un athlète une fois par mois, une fois aux 3 semaines. Toi, tu les vois 2, 3 fois semaine, quotidienne, à toutes les semaines. Alors, ton impact est beaucoup plus grand que le nôtre en termes de confiance qu'ils ont envers le préparateur physique ou envers le coach. Fait que c'est un peu là où je me rends compte qu'on a un impact quand même plus grand. Puis c'est là que je me suis dit, OK, je veux m'en aller dans ce milieu-là, puis je regrette aucunement. Parce que, regarde, aujourd'hui, là, ça va faire 10 ans que je suis dans le milieu. Ça va faire 7 ans que j'ai fini mon baccalauréat. Puis, je continue à apprendre avec des formations, mais apprendre de mes athlètes et de redonner aux autres athlètes. Parce que je trouve que on apprend tous les jours. Le jour que tu arrêtes d'apprendre, c'est le jour que tu commences à être malheureusement imbécile. Mhm. J'ai l'impression que chez vous, cette culture de la préparation physique, surtout chez les jeunes athlètes, est beaucoup plus poussée que, tu vois, que chez nous. Enfin, en tout cas, c'est le regard que j'ai. Comment tu peux l'expliquer, ça?
qu'il y a tout de suite un cursus où quand on fait un sport, quand on veut progresser dans un sport, il y a toujours le cursus prépa physique qui va avec le sport en question? Je te dirais que ça dépend des sports. Euh, Tu sais, je prends par exemple le hockey sur glace ici au Québec, qui est un sport qui est considéré actif. Les jeunes font du hockey 12 mois par année. On essaye de leur apporter, de leur inculquer le fait de faire d'autres choses, d'autres sports. Mais on voit que le sport est très, très endoctriné dans le fait d'être un sport actif. Il faut que mon jeune, dès 5-6 ans, fait du hockey 12 mois par année. L'été, on fait des camps de hockey, etc. Puis, la préparation physique, c'est un peu une manière, en tout cas pour nous, la préparation physique, on travaille avec des écoles de hockey. J'ai des jeunes là, qui viennent nous voir, qui ont 8, 9, 10 ans. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? C'est du développement moteur. Ça veut dire que je vais leur apprendre à sauter, lancer, attraper. Patiner, ils le font déjà. Mais toutes les autres choses athlétiques on devrait être acquis, qui, à mon avis, lorsque toi puis moi, Andy, on était plus jeunes, on allait jouer au parc, on allait se balancer. Le meilleur exemple de pliométrie qu'on faisait quand on était jeunes, de manière indirecte, c'est on se balançait sur une balançoire, puis tout d'un coup, on sautait pour aller le plus loin possible. Tu as sûrement déjà fait ça. Mhm. En fin de compte, qu'est-ce que tu faisais lorsque tu atterrissais? Tu faisais de la pliométrie. Tu Ouais. absorbais. Les jeunes ne font plus ça. Tu sais, si je parle à un jeune de 8, 9, 10, 12 ans, t'es-tu déjà allé au parc te balancer puis sauter le plus loin possible? Il me regarde puis il est comme, qu'est-ce que tu veux dire? Je suis comme, bon, OK, ça s'est perdu. Alors, il y a d'autres manières maintenant de travailler le développement moteur, puis je pense que c'est un peu là. Ça dépend des sports. Parce que, tu sais, si je regarde les athlètes qui jouent, je vais prendre le hockey parce que c'est un sport ici qui est hyper populaire. Euh, Nous, les plus jeunes qu'on a, souvent, ils arrivent puis le développement moteur n'est pas fait complètement au niveau des habiletés motrices de base, là. Alors, C'est à attraper, quel âge que lancer. vous les avez, vous? Nos plus jeunes, là, je te dirais qu'ils ont 11-12 ans. C'est-à-dire, ils rentrent au lycée. Fait que c'est un 2 pour nous. Puis, Et du coup, là, un peu plus au niveau du coup business, c'est via l'école, l'université ou autre, ou c'est les parents qui viennent vous voir et qui veulent justement que leur enfant fasse de la prépa physique. Ça se passe comment? c'est intéressant, ça, c'est une bonne question. On a les sports-études ici au Québec. Avez-vous ça, les concentrations sport aux écoles secondaires? Ouais, les Alors, sports-études, ouais. ouais, c'est ça. Fait que le sport-études, nous, dès secondaire 1 et 2, ils ont de la préparation physique. Ok. Selon la majorité des sports, là, nous, on est dans un sport-études volleyball, par exemple. Mais ce qu'on fait en secondaire 1 et 2 avec eux, c'est du développement moteur complet. C'est pas, on va lever une barre de squat, là. On va pas aller faire de l'haltérophilie. On va pas aller faire de la grosse. Oui, on va faire un peu de pliométrie. Mais avant de sauter, il faut que tu saches atterrir. Hmm. Puis, comme le volleyball est un sport de saut, bien évidemment, il saute toujours. Alors, pourquoi moi, j'irais continuer à faire des sauts par-dessus à grande quantité? J'aime mieux faire des atterrissages où tu vas travailler ton absorption pour prévenir les blessures, préparer les tendons, préparer les ligaments, etc., pour lorsque tu vas grandir, parce qu'il y a la croissance au niveau du secondaire. Puis, c'est pour leur permettre d'avoir un meilleur développement. L'autre chose que j'explique aux gens, aux parents, c'est le vieux, vieux mythe. Parce que de l'autre côté, il y a des gens qui disent la préparation physique, c'est pas bon pour les jeunes, ça va ralentir la croissance. On a déjà entendu ça. Hein? C'est J'en parlais ce matin avec mes membres, justement. en fin de compte, c'est un mythe. C'est qu'est-ce qui va. En fin de compte, la relation, nous, on l'a vu ici, c'est que de quel milieu vient la préparation physique? Il vient de trois milieux en réalité. Le bodybuilding, qui est une vieille, vieille discipline, l'haltérophilie, qui est aussi une vieille discipline, et le powerlifting. C'est que ça vient un peu de ces trois bases-là, et les gens ont fait des corrélations. Ah, les gens se sont blessés dans le gym, alors tu regardes comment ils sont tout petits. Hein, il y a des corrélations qu'on voyait. Effectivement, le monde dit ah oui, mais là, ça va ralentir la croissance. Qu'est-ce qui ralentit la croissance? C'est si les plaques de croissance sont touchées. Alors, si tu joues au volleyball, tu te casses un bras, tu vas passer une radiographie, puis une plaque de croissance qui est touchée, il y a quand même un risque que tu ralentisses ta croissance. Hmm. Qu'est-ce qui arrivait? C'est que les gens se blessaient dans les gyms, dans les salles de sport avant, parce que la préparation physique n'était pas encadrée par des professionnels comme nous, qui faisaient en sorte de prévenir les blessures et qui faisaient en sorte de monter un plan d'entraînement, un cadre supervisé adéquat pour leur. Fait que tu voyais des jeunes de 12 ans rentrer, s'entraîner avec papa, puis ils faisaient des biceps curls. Aucune main utile.
Moi, Mhm. mes jeunes de 11-12 ans, ils ne touchent pas à une barre de l'année, là. S'ils touchent à des petits poids, puis c'est parce que c'est pour, mettons, stimuler leur envie de faire comme les plus grands. Mais majoritairement, on va faire du développement où on va travailler sur la coordination, on va travailler sur la proprioception, on va travailler sur l'absorption, on va faire un peu de pliométrie, évidemment, pour travailler. Évidemment, tu as besoin de sauter pour absorber lors de l'atterrissage. Alors, c'est toutes des choses qu'on va travailler, lancer des balles au mur, jouer avec un ballon de soccer. Puis là, j'ai déjà eu un papa qui me dit pendant l'été, parce que tu vois, c'est deux réalités. L'année scolaire, c'est les écoles qui nous engagent dans les programmes sport-études. L'été, comme l'école est terminée, c'est un camp qu'on fait pour les plus jeunes que les parents décident Mhm. d'inscrire leurs jeunes. Puis, c'est une école de hockey. Puis, on travaille avec l'école de hockey qui nous engage sur la préparation physique, croit dans notre manière de faire, de développer les jeunes en bas âge au niveau du développement moteur et non de faire des joueurs de hockey. Je dis toujours à mes athlètes, tu es un athlète avant d'être un joueur d'un sport. Mhm. Alors, si tu n'es pas athlétique et tu joues au hockey, tu vas être un joueur de hockey, mais tu ne seras pas un athlète qui joue au hockey. Alors, j'ai un papa qui vient me voir et il me dit, si j'avais voulu que mon fils qui joue au soccer, je l'aurais inscrit à un camp de soccer, pas un camp de hockey. Puis là, je regarde le papa, je dis, ben, monsieur, je dis, avant d'être un joueur de hockey, votre fils est un athlète. Mhm. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, on joue au soccer, on ne fait pas une game en ce moment. Là, il fait des touches, fait qu'il fait une passe avec son pied, il court, il tourne autour d'un cône, il reçoit une autre passe. C'est pas jouer au soccer. C'est de travailler une habileté à travailler avec ses pieds, puis à faire une autre tâche motrice que celle de patiner, puis une shot, excusez-moi l'anglicisme, mais de frapper la rondelle avec son bâton. Mhm. Puis il est allé voir le propriétaire de l'école de hockey pour se plaindre. Puis le propriétaire, il a dit, ben, tu veux-tu un athlète ou tu veux un joueur de hockey? Mais je veux un joueur de hockey. Il dit, parfait, tu peux prendre ton argent puis tu peux retourner chez toi. Il dit, ici, on développe des athlètes en bas âge, pas juste des joueurs de hockey. Alors, tu vois un peu que il y a de l'éducation à faire. Puis je pense que c'est un peu notre rôle aussi en tant que préparateur physique. Puis je pense peut-être que c'est la même chose chez vous là, en France, où l'éducation est un peu des fois euh, pas nécessairement manquante, mais erronée parce que, bien évidemment, hein, tu sais comment maintenant c'est facile de taper sur Google euh, l'entraînement en bas âge. Puis là, et là, toutes les recherches vont sortir, ben, pas les recherches, mais là, tu vas avoir des articles qui vont dire que c'est pas bon, que les jeunes vont rester tout petits, qu'ils ne se développeront pas. Alors là, après ça, ben, le mythe de Google, hein, les sources de Wikipédia. Fait que, Et le problème, c'est que ça, oui, le marché n'avance pas assez vite parce que forcément, il y a il y a plein d'idées reçues forcément chez les jeunes, chez les ados, chez les enfants, quoi. Mm. ouais. Et du coup, si on revient à ton apprentissage et du coup au fait que tu t'es lancé dans cette carrière-là, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as gardé toujours ton côté athlète et en parallèle, tu as commencé à te former? Comment ça s'est passé les débuts du coup? Ben, évidemment, au football américain, en fin de compte, je suis allé en progression. Je suis sorti du secondaire, je m'entraînais déjà un petit peu, pas d'encadrement. Je suis arrivé au cégep, l'entraînement avant l'université. Moi, j'ai fait 3 ans. Je me suis tiré un peu pour jouer au football plus longtemps, pour mon développement personnel, pas mon développement athlétique. Où, du coup, j'ai pris vraiment le goût. Alors, j'ai commencé à travailler comme étudiant à la salle d'entraînement euh, du cégep. Par la suite, j'ai été recruté pour jouer universitaire au football. Et du même coup, je suis allé faire mon cours de kinésiologue, qui est le cours de préparateur physique. Pendant mon cours de préparateur physique, qui est une durée de 3 ans et demi ici, dans le curriculum, j'ai commencé à travailler dans une entreprise qui s'appelle Fonction Optimum, donc j'en suis le propriétaire maintenant. À ce moment-là, j'étais employé et stagiaire. Alors, lors de mon curriculum universitaire, j'ai 3 stages avec trois moments de 4 mois où je dois, en fin de compte, travailler dans une entreprise pour faire mon développement au niveau professionnel. Alors, j'ai fait mes 3 stages dans la même entreprise. Quand j'ai terminé mon baccalauréat, je suis devenu copropriétaire de l'entreprise avec le propriétaire du moment. Donc ça, Puis, c'était à la fin de ton cursus des 3 ans et ouais, demi, c'est ça? fait que, ouais, exactement après 3 ans. Fait que j'ai 3 ans et demi que j'ai terminé en 2014. J'ai fini en 2014 mon curriculum universitaire. En 2014, en fin de compte, le propriétaire m'a offert des parts de l'entreprise pour devenir copropriétaire avec lui. Ok, alors attends, j'ai plein de questions du coup, parce que c'est hyper Vas-y. intéressant. Première chose,
aujourd'hui, enfin, en tout cas chez nous, ils sont en train de réduire le cursus. Tu vois, aujourd'hui, on va pouvoir devenir coach. Alors, avoir un papier pour devenir coach en 3 mois, d'accord? 3 mois, 12 semaines. Et c'est intéressant de savoir que, tu vois, tu as mis 3 ans. Je pense que les jeunes coachs, du coup, qui arrivent, ils se diraient, mais vous apprenez quoi en 3 ans? C'était quoi le cursus? C'est quoi le cursus de 3 années pour devenir coach? Enfin, coach, Bon, kinésiologue, comme vous les ouais, appelez, exactement. préparateur, C'est ça, nous. préparateur. C'est quoi alors, rapidement, dans les grandes lignes, le cursus? Puis c'est ça un peu, il faut. C'est là que je vais faire la petite explication. Parce qu'ici aussi, tu peux devenir préparateur physique coach en très, très peu de temps. 2, 3 week-ends et t'es coach, t'es personal trainer, fait qu'entraîneur personnel. Tu vas être préparateur physique où tu vas aller faire quelques certifications supplémentaires. Tu sais comment que c'est pas. Mais en tout cas, nous ici, ce n'est pas régi. Hein? Alors, tu peux être préparateur physique et avoir fait aucune formation. Alors, c'est un peu nébuleux dans ce milieu-là. Au niveau de la kinésiologie, c'est fait à l'université. C'est un curriculum, en fin de compte, qui, nous, si tu veux être kinésithérapeute, comme vous êtes en France, en fin de compte, nous, ici, les kinésithérapeutes, c'est les physiothérapeutes du Québec. Ok. Mais on a des kinésithérapeutes comme vous, qui font des levées de tension, etc. Et nous, il faut que tu fasses ton baccalauréat en kinésiologie pour pouvoir faire la kinésithérapie par la suite. C'est comme un cursus. Mhm. Le kinésiologue, lorsque moi j'étais à l'université, parce que ça a évolué aussi, il y avait deux champs. Il y avait, en fin de compte, le champ ergonomie, alors poste de travail, etc., pour travailler avec les entreprises. Et de l'autre côté, il y avait préparation physique. Alors, on appelait ça encadrement sportif. Pourquoi 3 ans et demi? Bon, en fin de compte, ils l'ont rentré à l'université. Il y a un peu de, à mon avis, c'est mon avis personnel de professionnel, mais il y a un peu de gestion administrative, de dire, bon, ben, un baccalauréat, c'est 120 crédits. Alors, il faut mettre 120 crédits pour que tu reçoives ton diplôme. Ok. C'est un peu de la manière que ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on voit? La première année de l'anatomie, des cours de professionnalisation, on voit la biomécanique. Alors, on voit le pourquoi en arrière du comment. Puis plus que le curriculum avance, là, on va voir un peu plus le comment. Alors, comment Ce qui est faire, les intéressant, méthodes d'entraînement. ouais, ce qui est intéressant, c'est que tu disais qu'il y a autant enfin, il y a une partie théorique du contenu de cours, mais il y a aussi du coup des stages, tu vois? Non, c'est ça? Exactement. Oui, exactement. Alors, 3 stages de 4 mois, fait que ça fait 12 mois. Fait qu'un an sur ton 3 ans et demi qui sont dans un milieu de travail pour apprendre. Puis ça, à mon avis, c'est peut-être la grosse force de ce baccalauréat. Si tu vas faire dans un milieu que tu aimes, eh bien, tu peux apprendre parce que si tu as la chance, comme par exemple, moi, j'étais avec un préparateur physique qui s'occupait d'une équipe nationale. Alors, de voir comment ils travaillent, de s'adapter. Alors, tu apprends tellement plus vite que malheureusement, du professeur devant toi qui n'a pas mis un programme à un athlète depuis plusieurs mois, peut-être des années, et qui ne suit plus la réalité. Mhm. Alors, c'est intéressant d'avoir le pourquoi, de savoir que 32, il y a 32 ATP qui se font dans un cycle de Krebs, etc., blablabla. C'est bien intéressant, mais mon client, lui, il s'en contrefou. Mhm. Alors, alors, de savoir, moi, qu'est-ce que ça crée puis qu'est-ce que j'ai besoin de faire, c'est intéressant. Puis parfois, on le voit que les préparateurs physiques ou les coachs dans le milieu qui n'ont pas le pourquoi du comment. Ah, fais cette méthode d'entraînement-là. Oui, mais le volume, la gestion de la fatigue. Chaque athlète est différent, mais est-ce que tu es conscient de tout ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Ça, c'est le meilleur programme pour pouvoir prendre du poids. Oui, mais la réalité est que, alors, le volet contextuel et le volet de développer un esprit critique, c'est peut-être là que le 3 ans vient donner une importance. Évidemment, comme dans tout curriculum de 3 ans et demi, il y a des cours qui, à mon avis, étaient non utiles ou qui auraient pu être mis sur Mhm. une semaine et on aurait terminé avec ça. Il n'y a aucun curriculum universitaire qui est parfait, à mon avis. Alors, on ne blâmera pas le programme. Ce que j'en ressors, c'est euh, mon esprit à pouvoir comprendre que même quand j'ai fini ce baccalauréat-là, mais je ne suis pas le, le préparateur physique brillant qui sait tout. Tu as besoin de continuer à te former. La seule chose que tu as fait à l'université, c'est créer le raisonnement derrière ce que tu crées, ce que tu vas émettre et tu vas donner au client. Alors, tu comprends le pourquoi du comment.
ce que je me rends compte, c'est que quand on parle avec les préparateurs physiques, ils connaissent tout le comment. Fait que quoi faire, quand le donner, quelle méthode est la meilleure, quel exercice est le plus puissant à donner, etc. Dans quel ordre mettre les exercices, le nombre de séries, le nombre de répétitions, le repos. Mais qu'est-ce que ça fait lorsque tu fais ça? C'est quoi la micro-déchirure que ça crée dans ton muscle? C'est là que le baccalauréat vient de porter l'information qui est théorique derrière la pratique. Ouais, il y a une chose intéressante que tu as dit. C'était un peu, moi, quand j'ai passé mon brevet d'État à l'époque, c'était un peu la même chose. C'est-à-dire que j'avais 2 jours, lundi, mardi, on était en cours. Et du coup, le reste de la semaine, on était directement plongé du coup, dans un centre. Et ce que tu apprenais du coup en début de semaine, bah, tu pouvais directement l'appliquer. Et ça, je trouvais ça hyper enrichissant. Et en termes d'expérience, ça permettait tout de suite de la réalité du terrain. Parce que moi aussi, j'adore lire, j'adore apprendre, j'adore faire des formations. Mais il y a souvent un monde entre ce que je peux apprendre et puis la réalité de terrain, comme tu dis. Parce que, bien sûr, à qui ça s'adresse, la méthodologie. Puis comme tu l'as dit, tu t'en as parlé un petit peu rapidement sur la communication de l'être humain. L'être humain, il n'est pas fait que de muscles, de contractions. Il y a la partie psychologique, la mentale, il y a le sommeil, il y a tout un tas de facteurs qui fait que, bah oui, ce que tu apprends, il y a quand même une différence après on va dire, dans la vie de tous les jours. Donc, je trouvais ça hyper intéressant. Et la deuxième question, c'est comment on en vient après juste ton année, enfin tes années de cursus, à avoir des parts. Qu'est-ce qui a fait que la personne t'a fait confiance et que tu as directement voulu aussi rentrer dans des parts d'une entreprise? C'est hyper intéressant. Récon, ben, c'est ça, c'est. Faut prendre en contexte, c'est pas tout le monde qui était au même niveau. Tu sais, quand tu es un peu comme tu as fait ton brevet d'État, dans ma cohorte, on était 100 et sur les 100, on n'était pas tous à travailler comme je travaillais. Alors, pendant le cursus universitaire, je travaillais déjà, j'étais athlète au football au niveau universitaire. Alors, mes 2 premières années, quand je jouais au football, ben, je travaillais un 15-20 heures semaine comme préparateur physique sur le côté. Par la suite, bref, je me suis cassé un pied, j'ai arrêté de jouer. Fait que ma dernière année et demie, j'ai fait mes stages. J'ai continué mes stages dans l'entreprise où j'étais. Mais là, je travaillais 30 à 35 heures semaine en plus d'aller à l'université. Alors, j'étais déjà imprégné des valeurs de l'entreprise. Puis, je fais des formations continues à l'extérieur des murs de l'école, déjà lors de mon cursus universitaire. Alors, pendant que j'étais ici au Québec, je traversais de l'autre bord des douanes pour aller aux États-Unis faire de la formation continue et d'apprendre des meilleurs. J'allais faire des formations avec des gens que vous connaissez tous en France, Christian Thibodeau, par exemple, où on peut suivre des formations comme ça où ça me ramenait encore plus d'informations pratiques. Qui c'est qui t'a cultivé ce mindset-là de vouloir voilà, te former? Parce qu'en t'écoutant, ça paraît naturel. Bon, c'est pas, je veux dire, c'est le 1% des gens, hein, d'accord? Ouais. Comment c'était plus jeune? C'était ton éducation? C'était quoi avec le recul? Si je regarde avec le recul, c'est une très bonne question. Je viens d'un milieu où mes parents m'ont toujours montré à donner le mieux que je pouvais de moi-même, puis de jamais croire que tu as atteint tes limites à un certain moment. Alors, je Et me suis qu'est-ce toujours que qu'est-ce dit, qu'ils faisaient du coup tes parents par rapport à ça pour justement. euh, moi, mes parents, c'est du monde des travailleurs là, qui travaillaient beaucoup, qui avaient 2 emplois quand j'étais plus jeune. Je viens d'un milieu un peu, peut-être considéré un peu plus défavorisé à Montréal, mais mes parents ont toujours travaillé beaucoup. Alors, pour moi, le travail, c'est quelque chose qui était habituel. Puis mes parents m'ont toujours inculqué que l'éducation, c'est important. Alors, ce que je me suis rendu compte, et je pense que c'est pas juste mes parents, mais aussi les gens qui m'entouraient. Parce que, bon, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'entouraient, par exemple, mon partenaire de ce temps-là, qui était mon boss, qui était aussi un prof à l'université. Il me disait toujours, Mike, ce que tu apprends à l'école, c'est une chose, mais ce que tu vas apprendre à l'extérieur des murs, c'en est une autre. Puis, effectivement, et il y avait une phrase qui me marquait. Il me disait, non, il m'appelait Michael, il m'appelait Mick. Mick, il dit, même un poisson mort peut suivre le courant. Alors, si tu fais comme tout le monde, tu vas avoir les mêmes résultats que tout le monde. Puis, c'est là que j'ai fait, ça a du sens. Puis, ça vient aussi d'une autre personne qui est bien connue ici au Québec, qui est un peu connue en France, Raymond Veillette, qui est Hmm. aussi, en fin de compte, un préparateur physique à l'Université Laval, qui était aussi professeur dans une autre université. Puis, je l'avais fait venir sur un symposium. Il avait dit une chose aussi qui m'a marqué. Il dit, Mike, si tu attends les recherches, parce que on sait que les gens disent les recherches, c'est important, si tu attends les recherches pour pouvoir créer, pour donner un plan d'entraînement à un athlète,
tu vas être 2 Jeux olympiques en retard. Alors, si tu fais comme tout le monde, ben, tu n'auras pas des résultats qui vont permettre d'atteindre l'excellence. Là, tu mets un peu tous les gens qui ont de l'expérience, qui ont des années de vécu, puis tu dis, OK, euh, ça fait du sens. Une autre réplique que Christian Thibodeau avait dit il y a longtemps et qui est ressorti dernièrement sur les réseaux sociaux, c'était, tu peux donner le meilleur plan d'entraînement à une personne avec un coaching ordinaire, ça va donner des résultats ordinaires. Tu peux donner le plan d'entraînement moyen avec le meilleur coaching, tu vas avoir les meilleurs résultats. Puis, la raison, c'est un peu là qu'on disait tantôt. C'est, je suis allé voir à l'extérieur qu'est-ce qui se faisait parce que croire qu'une seule manière de faire est bonne, c'est faux. Je crois qu'il y a plus qu'un chemin qui mène à Rome. Et j'utilise jamais la même manière avec mes athlètes ou mes équipes. Le monde sont comme moi, mais tu sais, t'as pas une méthode. Il n'y a pas de une méthode parce qu'il n'y a pas une manière de faire. Il y a quelques manières. Évidemment, on a tous des outils qu'on réutilise et qui fonctionnent bien pour nous et qu'on sait qu'ils vont fonctionner. Par la suite, c'est s'adapter à l'humain derrière, la réalité, le contexte, l'environnement, etc. Alors, je pense que mes parents m'ont inculqué les valeurs. Les gens que j'ai eus dans mon passage au niveau collégial, universitaire, comme préparateur physique, euh, m'ont permis de pouvoir ouvrir mon mindset, ça d'ouvrir en fin de compte mon ouverture sur il y a plus qu'une manière de faire, puis il ne faut pas s'arrêter au cursus universitaire et dire ben moi j'ai un diplôme universitaire, alors je suis amplement qualifié. C'est je me rappelle pas qui avait dit, mais quelqu'un avait dit dans un événement que j'avais organisé de formation continue. C'était un symposium où on avait plusieurs conférenciers, puis il avait dit aux 6 mois, le monde de la préparation physique évolue. Alors, si tu ne te formes pas, tu vas être en retard à tous les 6 mois si tu n'as pas suivi une formation. Là, j'ai fait comme, ben, OK, ça fait beaucoup, ça quand même. Puis je regarde le 1% qu'on disait tantôt. Le 1% qui sont les gens qui pas nécessairement performent le mieux dans notre milieu, mais qui travaillent à vouloir m'apprendre le plus. Ben, à chaque fois que tu parles avec ces gens-là, c'est tous des gens qui sont ouverts. C'est tous Mhm. des gens qui sont prêts à dire ah, c'est intéressant, c'est pas faux. Tandis que je parle avec d'autres préparateurs physiques, j'ai eu un petit accrochage sur les réseaux sociaux avec un préparateur physique que je connais même pas, qui a eu un athlète en commun avec moi, puis qui disait que ma manière de faire était n'importe quoi et que c'était ridicule. Puis là, je comprenais pas. Là, je disais, ben, pourquoi il dit ça? Mais lui, il a pris son modèle, il l'a appliqué à ce que moi j'avais donné, sans prendre le contexte et la réalité. Alors là, c'est sûr que moi aussi, si je prenais hors contexte, hors réalité, mon programme, j'aurais fait comme c'est bizarre à ce temps-ci de l'année de donner ça. Cependant, on était en pandémie, les gyms ouvraient, fermaient, etc. Alors, il y avait un contexte. Puis lui, il était dans une autre province. Donc, il n'y avait pas le même contexte que nous. Tu comprends? Alors là, la réalité était déconnectée. Puis je pense que ça vient de. Au bout du compte, là, la réponse, c'est que ça vient vraiment des valeurs que mes parents m'ont inculquées. Puis de la chance que j'avais d'avoir les gens que je connais maintenant qui sont autour de moi, qui étaient autour de moi à ce moment-là, qui m'ont permis d'évoluer à être la personne que je suis maintenant. Et c'est ce que j'essaie d'inculquer aussi à tous les stagiaires que je reçois dans mon entreprise, c'est de ne pas penser que la vérité absolue se passe au diplôme universitaire. Il Mhm. faut toujours continuer à se former pour devenir un meilleur être humain et un meilleur coach, un meilleur préparateur physique, un meilleur kinésiologue pour nos athlètes et pour nos clients. C'est un peu Et, ça. et le jour où cette personne-là te propose de rentrer dans l'entreprise, des parts et tout, tu es dans quel état d'esprit? Tu dis oui tout de suite ou... Parce que du coup, il y a aussi un deuxième levier que j'aimerais discuter avec toi, c'est aussi la partie Ouais. business parce que euh, je connais beaucoup de personnel trainers ou de choses qui sont très talentueux d'un point de vue métier. Par contre, ils n'arrivent pas à vivre de leur activité où il y a des personnes qui ont arrêté parce que bah, forcément, ils n'arrivent pas à développer leur business. Ouais. Euh, Toi, tu étais comment du coup au début c'était logique pour Euh, toi? ben, mettre dans le contexte. Hein, j'ai fini mon baccalauréat, j'ai eu quelques propositions. Alors, comme j'étais déjà entré dans le milieu de la préparation physique pendant mon curriculum universitaire, lorsque j'ai terminé, j'ai eu 3 propositions. Je travaillais déjà dans l'entreprise dont je me suis fait offrir des parts, mais 2 autres entreprises m'ont approché pour pouvoir travailler chez eux. Puis une université est venue me chercher pour que je sois préparateur physique des équipes sportives de l'université. Je suis une personne qui, valeur familiale probablement, qui est très loyale. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis reviré vers la personne pour qui je travaillais déjà.
qui m'avait donné mes opportunités de faire mes 3 stages et qui m'avait inculqué énormément. J'ai dit à ce moment-là, Nicolas, j'ai dit, Nicolas, voici, j'ai eu 3 propositions, voici les 3 propositions. Qu'est-ce que tu offres? Alors, évidemment, pour lui, il avait déjà préparé un plan d'action parce que c'est une personne qui était prévoyante. Il me dit, alors, ben, je te propose, puis il faut prendre en contexte, si j'avais déjà une petite clientèle à moi dans un autre centre parce que je travaillais pour lui à temps partiel, puis j'avais développé une clientèle privée pendant mes 3 ans de curriculum qui me ramenait un petit 25 000, 30 000 annuellement. Mais OK. juste là, plus je travaillais à côté au temps partiel. On comprend? Alors, ce qu'on a fait, c'est j'ai acheté des parts. Mais en fin de compte, j'ai pris ma clientèle que j'avais montée et je l'ai transférée dans l'entreprise pour avoir des parts dans l'entreprise. Alors, à ce moment-là, c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Puis, l'université qui m'avait approché pour que je sois leur préparateur physique a finalement engagé l'entreprise pour laquelle j'étais copropriétaire pour s'occuper des équipes sportives. OK. Alors, gagnant-gagnant pour tout le monde. Et c'est comme ça que j'ai décidé de prendre cette offre-là parce que j'avais d'autres offres et j'ai regardé, puis ma loyauté envers celui qui m'avait nourri, que j'appelle on ne mord pas la main de celui qui te nourrit, qui m'avait permis d'être la personne que j'étais à ce moment-là, ben, à ce moment-là, j'ai voulu redonner à cette personne. Et il y a des gens qui ont des difficultés à faire 20, 25 à 30 cas par année quand c'est leur activité, ils ont que ça. Toi, comment tu arrives comment t'arrives à développer un business de 25 à 30 cas en étant étudiant encore et en faisant tout ce que tu fais? Ça s'est passé comment? Euh, Ça va revenir un peu à la communication, à la compréhension de l'autre. Je vois beaucoup dans notre milieu euh, on est dans un milieu où l'ego est très, très fort. Hein. Je sais ce que je sais, c'est la manière de faire. Et je pense qu'une de mes forces, c'est ma capacité à pouvoir écouter. Oui, quand tu m'as rencontré il y a quelques semaines, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui aime, mettons, parler et échanger. Cependant, je suis quelqu'un qui est très, très à l'écoute de mes athlètes, qui est très, très à l'écoute de mes clients, savoir c'est quoi leurs besoins, c'est quoi qui accroche, comment je peux les aider. Je crois que le volet empathique et le volet de communication est la chose qui fait en sorte de ma réussite actuellement. Si j'étais arrogant, sec, prétentieux, je crois pas que j'aurais ce que j'ai actuellement. Alors, je crois que la communication, on va le voir, là, des entraîneurs de gym qui ont souvent, là, ils vont avoir une clientèle par la parure. Lui, regarde comme il est musclé. Les plus jeunes vont s'associer à ça, dire, hey, je vais aller voir avec lui. D'autres, c'est parce que c'est ce que la personne va dégager. Moi, dans mon cas, je pense que c'est de la manière, c'est ce que je dégage, oui. Je suis très positif. Je suis rarement dans un mauvais mood. Je suis quelqu'un qui va, comme je t'ai dit tantôt, à l'écoute, qui va communiquer avec soit les coachs, parce qu'en réalité, la préparation physique scolaire, quand tu travailles avec une université, celui qui m'engage, c'est le coach. Ce n'est pas l'athlète. L'athlète est avec qui je vais travailler, mais le coach est celui avec qui j'ai la relation. Hmm. Alors, peut-être ma force de comprendre la réalité organisationnelle. La relation que j'ai avec mon coach est importante, mais la relation que j'ai avec l'athlète aussi est importante. Parce que c'est un triangle. Hmm. C'est un peu un triangle, on va dire un triangle amoureux. C'est-à-dire que si l'athlète m'aime pas ou aime pas mon équipe, ils vont se plaindre au coach. Hmm. Hmm. Tu comprends? Puis si le coach, lui, ben, il n'est pas engagé dans la relation, il ne nous connaît pas, ben, à ce moment-là, le préparateur physique, il va sauter. Parfois, le coach, il t'adore, les athlètes n'aiment pas. Cependant, on applique ce que le coach demande. Alors, à ce moment-là, ben, on explique aux athlètes pourquoi on le fait, puis ça passe mieux. Parfois, les coachs et l'athlète vous apprécient, puis ça va bien. Idéalement, c'est le meilleur des triangles qu'on veut, c'est que tout le monde a une bonne relation. Évidemment, quand on travaille avec des équipes et des coachs depuis des années, ben, il y a un roulement d'athlètes, hein, parce qu'un athlète au niveau universitaire va être là environ 5 ans. Je prends par exemple, nous ici à l'Université Béchot, on est ici depuis 7 ans, depuis que j'ai fini mon curriculum. Alors, à ce moment-là, on voit qu'il y a des nouveaux athlètes qui rentrent, mais on a aussi travaillé avec une culture, des valeurs. Alors, l'université et mon entreprise, on travaille sur les mêmes valeurs. Le Hmm. respect, l'ouverture, etc. Alors, à ce moment-là, ben, quand on a toutes les mêmes valeurs, c'est beaucoup plus facile. C'est quand il y a un clash de valeurs qui se fait entre des individus qu'il y a un problème souvent. Parce que ben, la communication ne se passe pas. Puis, comme il y a quelques semaines qu'on s'est rencontrés, tu te rappelles, quand je parlais de l'exemple du deadlift.
Hein, quelqu'un, un deadlift stiff leg ou un Riemannian deadlift ou un deadlift jambe tendue, on peut l'appeler sous tous les termes. Euh, Si je dis, par exemple, ben, quand tu fais cet exercice-là, je veux que tu recules les hanches. Une personne ne comprend pas, les trois autres comprennent. Puis là, tu te dis, ben voyons, comment ça, tu ne comprends pas? Recule les hanches, pousse les fesses vers l'arrière. Et là, tu répètes, répètes, répètes. Et la personne continue à ne pas comprendre. Mais en tant qu'intervenant, en tant qu'expert, c'est à toi de t'adapter. Alors, ce que je dirais, pense à toucher le mur avec tes fesses. Hein, essaie d'être touché le mur. Alors, et là, la personne va comprendre. J'ai dit deux choses totalement différentes qui veulent dire la même chose au bout du compte, qui m'emmènent le même résultat. Reculer les hanches vers l'arrière pour permettre, en fin de compte, l'engagement des muscles et des ischio-jambiers. Tout le monde sont comme, mais t'as dit deux choses totalement différentes. Exactement. Il y en a quatre qui ont compris de la première manière, puis il y en a un ou deux qui ont compris de l'autre manière. Mhm. Alors, de s'adapter à l'autre, et je pense que c'est une de nos forces, c'est de s'adapter à notre interlocuteur. On travaille avec environ 500 athlètes différents. Est-ce que les 500 athlètes vont apprendre de la même manière? Non. Mhm. Alors, c'est d'apprendre à stimuler la compréhension du plus grand nombre possible d'athlètes. Alors, c'est un peu, je pense, que c'est ce qui a fait ma force de me rendre où je suis maintenant en business. C'est la communication et notre ouverture à écouter. Tu sais, moi, mes entrepreneurs, ils arrivent chez nous, des fois, j'ai des clients qui arrivent dans un mindset négatif parce qu'au travail, il y a eu telle chose. Ils sont comme, une chance, j'avais une rencontre avec toi aujourd'hui, ça va me changer d'âme. Ça va me changer d'âme. On ne fait pas juste s'entraîner. Pendant qu'on s'entraîne, on va parler, je vais amener un peu de plaisir, de rire à l'intérieur de la séance pour permettre à mon client de changer de mindset. Mhm. Puis, j'ai déjà un client qui n'était pas un de mes clients, qui était dans la salle, qui vient me voir et me dit, tu as fait genre 3 exercices avec ton client en 1 heure, puis vous avez quasiment juste jasé tout le long. Il a payé pour ça? Ben oui. Puis là, le monsieur ne comprenait pas. Là, j'explique, je dis, ben, dans son contexte, dans sa réalité, aujourd'hui, j'avais un plan d'entraînement établi, je l'ai pris, j'ai mis en petite boule, je l'ai jeté à côté, on a fait d'autres choses. Sa tête n'était pas là. Alors, ça, c'est d'autres choses aussi, je pense, l'adaptation, qui est une de L'adaptabilité, nos ouais. forces chez nous. Tu sais, de s'adapter à notre réalité. Moi, j'arrive, je te donne par exemple. Nous, on est en période d'examen au niveau universitaire ici. Euh, Mes athlètes sont en saison quand même, mais leur niveau d'attention est beaucoup moins grand parce qu'ils ont étudié, ils se sont couchés tard, se sont levés tôt pour étudier, pour pouvoir passer leur examen. Ils arrivent en entraînement, ils sont fatigués, les charges ont diminué. Ben, est-ce que je vais garder le même training que j'avais établi à la base si je vois que tout le monde est fatigué? Ben non, je vais changer. On va faire, exemple, une activation neurologique pour stimuler le système nerveux, pour leur permettre de recharger des batteries, pour leur permettre d'avoir premièrement, être plus attentifs et plus focus pendant leur étude et plus focus pendant leur pratique, parce que les pratiques n'ont pas arrêté, parce qu'ils vont avoir une partie samedi quand même s'ils sont en examen. Mhm. Alors, je pense, l'adaptation, l'ouverture, puis notre mindset positif là, qui a fait en sorte d'être où je suis maintenant. Puis je pense que ça, c'est un manque chez les coachs. Ceux qui ont arrêté, c'est leur capacité à pouvoir communiquer avec les autres. Tu sais, quand on s'assoit sur notre savoir, ben, le savoir, c'est une chose. Si tu n'as pas de savoir-être, les Mhm. gens ne viendront pas à toi, surtout pas en 2022. En 2022, les gens sont beaucoup plus en mode genre, ben, je veux avoir une relation gagnante-gagnante, je veux avoir un coach qui soit capable de, c'est pas juste le meilleur sur papier, mais être capable d'avoir une relation humaine. Je pense que c'est une des clés en 2022. Oui, tu touches du doigt un truc important parce que oui, le savoir, c'est une chose pour un coach, un personal trainer, mais il y a le savoir-être, il y a le faire savoir, il y a le savoir-faire. Enfin, il y a tout un tas d'éléments Ouais. qui sont importants. Et tu te rends compte que au départ, quand tu es un peu incompétent, inconscient, tu te dis, ouais, bah, entraîner les gens, c'est assez simple. Et en fait, moi, je m'aperçois que plus j'avance, en fait, plus je m'aperçois que je suis nul en fait dans ce que je fais parce que tu as tellement d'éléments et de petits paramètres qui font et c'est ça entre guillemets aussi qui est hyper excitant et intéressant, c'est que tu en apprends tous les jours et tu progresses tous les jours, quoi. Exactement, je pense exactement comme toi. Euh, Quand tu es dans le mode. Qu'est-ce que tu pourrais dire justement aux coachs qui nous écoutent, aux personnel trainers, kinésiologues ou autres, par rapport à tout ce que toi tu peux enseigner sur la communication ou autre? Par où en fait je dois commencer?
Est-ce que tu as des petits conseils, même si forcément ça nécessiterait d'avoir plus de temps, mais voilà, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Évidemment, en fin de compte, je te dirais, tu sais, moi, j'ai des livres que je donne. Je vais commencer par ça. Tous les employés qui commencent chez nous ont un livre qu'ils sont obligés de lire, qui est un livre qui a été traduit dans 37 langues, vendu 5 millions de copies, que tout Comment se faire des entrepreneur, amis, non? exactement, comment on en a parlé il y a quelques semaines, comment se faire des amis et influencer les autres, de Dale Carnegie, qui est un livre de 200 quelques pages avec 30 concepts hyper simples à l'intérieur, qui sont la base de la communication. Et ce que je me rends compte, c'est que les gens oublient ces concepts de base simples. Moi, je relis ce livre-là à tous les années, même si je connais les 30 concepts par cœur sur le bout de mes doigts, il y a toujours un petit détail. Ah ben oui, ça c'est tellement simple, j'ai oublié de le faire. Parce que d'un jour à l'autre, notre mindset change. Hein? Quand on est fatigué, notre perception n'est pas la même. Alors, je crois que, un, le livre de Dale Carnegie, c'est la première chose. Deux, c'est d'apprendre à écouter. Alors, un conseil que je donnerais, parce qu'évidemment, comme tu sais, je peux donner une conférence, j'ai une conférence prochainement de 14 heures, une fin de semaine complète là-dessus, mais apprendre à écouter. Écouter les besoins de l'autre et de mettre les lunettes de l'autre avec ses souliers à lui. C'est-à-dire, j'entends souvent, ouais, mais moi, à sa place, c'est ce que je ferais. Non. Toi, à sa place, selon ses lunettes, sa vie, sa réalité, son contexte, pas le tien. Mhm. Parce que ça, c'est facile. On est tous capables de se mettre à la place de quelqu'un d'autre selon nos perceptions, notre réalité et notre passé. Euh, comme je, comme je répète souvent et que, c'est, rappelle-toi que le contexte, c'est quoi? En fin de compte, les gens ont des perceptions en fonction de leur contexte, de leurs valeurs, de leurs croyances, de leur passé, de leur expérience. Alors, quand un client rentre dans ton bureau, il n'y a pas juste, OK, c'est quoi ton objectif? Tu veux perdre du poids? Parfait, c'est ça le plan d'action. Non. Tu veux perdre du poids? C'est quoi ton contexte? Ben, moi, je suis mère monoparentale, j'ai 3 enfants, je travaille 40 heures semaine, j'ai 2 enfants en bas âge qui ne vont pas encore à l'école. Ben, c'est pas le même contexte que ben, moi, je suis un étudiant, j'ai 24 ans, j'ai pas de limite en termes de temps, j'ai juste 3 cours à l'université, puis je suis engagé à temps plein pour pouvoir m'entraîner et j'ai accès à la nourriture que tu vas me demander à l'infini. Ben, c'est sûr que là, le contexte n'est pas le même. Mhm. C'est le contexte qui fait en sorte de s'adapter à la réalité. Et ça, je le vois énormément. Alors, je pense que pour commencer, ce serait ça. L'écoute, le livre Dale Carnegie pour les règles de base en communication, qui sont. Puis le monde va me dire, j'ai pas besoin d'amis. Je le sais. Même si le livre il dit se faire des amis et influencer les autres, c'est plutôt comment bien relationner, bien relationner, avoir une bonne relation avec les autres parce que ça l'évite. Le livre nous explique comment éviter les conflits. Mhm. Parce que ça va arriver que tu n'aies pas la même perception que quelqu'un d'autre. Est-ce que tu as tort ou tu as raison et l'autre a tort ou a raison? Parfois, les deux peuvent avoir raison, les deux avoir tort. C'est juste d'être capable d'ouvrir les horizons à écouter l'opinion d'autre. Fait que si on revient, Dale Carnegie, en résumé, l'ouverture, alors écouter davantage notre client, puis s'adapter au contexte et à l'environnement de la personne devant nous. Je pense que c'est les 3 premières choses à faire pour avoir déjà un meilleur résultat, puis avoir une meilleure rétention de clients aussi. Parce que des fois, ils vont venir te voir pour ta compétence, ils vont voir que tu n'écoutes pas du tout, ils vont prendre un programme puis ils repartent. Mhm. La rétention, tu l'as perdue. Alors, c'est toujours à refaire. Et très, très intéressant. Je pense on pourrait en parler pendant des heures. Euh, et peut-être on verra ça peut-être en off tous les deux. Mais voilà, pour continuer un petit peu à échanger sur cette partie communication, j'aimerais qu'on revienne sur ta partie, du coup, entrepreneur. Ouais. Euh, pour toi, enfin, c'était acté pour toi, plus jeune, que tu voulais être entrepreneur ou pas forcément? Du tout. Quand j'étais jeune, je voulais être policier, agent de la paix. Alors, on n'est pas du tout à la même place. En fin de compte, ce qui m'a forcé à changer de réalité, c'est lorsque j'étais au secondaire, au lycée, j'ai su que j'étais daltonien. En fin de compte, ben, je vois pas les couleurs, je vois pas la map derrière toi de la bonne couleur. Alors, à ce moment-là, quand tu es daltonien, tu peux pas être policier, pompier et ambulancier pour des raisons, en fin de compte, de description de suspect ou de conduite à haute vitesse. Si tu vois pas la bonne lumière, tu penses qu'elle est verte et jaune ou elle est rouge et tu passes sur la lumière. Bref,
ça a fait en sorte qu'il a fallu que je me réajuste. Puis c'est là que je me suis rendu compte, encore comme policier, moi, mon concept de policier, c'est aider les autres. Je voulais pouvoir permettre d'aider les autres et je voulais avoir un métier où je pouvais me permettre de réussir. Qu'est-ce que je veux dire par réussir? De pouvoir avoir des objectifs que je pouvais atteindre. Par exemple, moi, quand je voulais rentrer dans la police, mon objectif était de faire l'unité d'intervention tactique qu'on appelle, sous Mhm. le terme le SWAT. Quand tu es un enfant, tu es un adolescent, tu as des beaux rêves. Puis, T'as trop regardé de films, toi. quand j'étais jeune, oui, un peu. Puis, c'est ça. Fait que je me suis réorienté. Puis, comme je te dis, quand je suis arrivé au cégep, je savais aucunement ce que je voulais faire. Puis, j'ai eu la piqûre de l'entraînement. Puis là, je me suis dit, ben, l'entraînement. Là, on m'a proposé soit, je suis allé voir un orienteur, on m'avait dit, ben, tu pourrais être professeur d'éducation physique ou kinésiologue. Là, j'étais là, kinésiologue. C'est comme mon préparateur physique, ça, oui. Ah, je trouve ça intéressant. Fait que j'ai pris cette branche-là. Puis c'est ce qui m'a amené où je suis maintenant, là. Fait que, Excellent. tu sais, l'entrepreneuriat, c'est aucunement dans ma famille. On est deux entrepreneurs dans ma grande famille. Ça veut dire que mes parents, c'est des travailleurs, de la classe ouvrière. Toute ma famille a travaillé à des milieux où ils étaient employés. J'ai un seul oncle qui est entrepreneur, mais il est travailleur autonome. Pas d'employé à sa charge, rien. Je suis le seul entrepreneur de la famille. Alors, ça aussi, tu vois, là, comme entrepreneur, ça a été un défi au début d'expliquer aux gens qui m'entouraient ma réalité. Parce Mhm. que quand tu viens d'une famille où on travaille 40 heures, même si tu travailles, par exemple, mes parents travaillaient 60 heures, mais ils travaillaient pour quelqu'un, il y avait une horaire fixe, puis c'était ça qui était ça. Moi, je travaille le soir à 8 heures quand je reviens à la maison. Mais je vais pouvoir être dans une soirée avec des amis. J'ai un employé qui m'envoie quelque chose. Je dois leur dire attendez 2 minutes, je veux juste répondre à mon employé. C'est une réalité qui est différente. La première chose que je dis toujours aux gens, ben, c'est un choix que j'ai fait. Ça ne vous appartient pas. Mhm. Puis moi, je suis confortable avec ce choix-là. Mais il faut comprendre que souvent, ce qui vient qu'entrepreneur, c'est le monde de ah, toi, tu as la liberté de faire ce que tu veux. Oui, je travaille à ça en ce moment. Cependant, quand on est entrepreneur, tu le sais toi aussi, ben, nous, on a beaucoup plus de défis, on a beaucoup plus de choses des fois qui nous arrivent que les gens ne voient pas. Hein, t'es employé, je dis toujours, tu punch in, tu punch out. Fait que tu rentres travailler le matin, tu finis le soir, tu reviendras demain. Mhm. Moi, je peux ne pas avoir de clients de la journée, puis finalement me retrouver à gérer le gouvernement parce que bon, il y a un papier qui est rentré, un document qui s'est pas rendu, un chèque qui s'est perdu, un client qui a pas reçu sa facture. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Des détails qui font en sorte qu'au bout de la journée, ta journée est finie, puis t'as fait, on dirait que j'ai rien fait. Mais tu as fait tout plein de choses que les gens ne voient pas. Mhm. C'est ça qui est la réalité d'entrepreneur, parce que tu dois le voir aussi du monde qui me disent ah, moi, je vais partir à mon compte, ouais, mon frère comme toi, je vais faire de l'argent. Ben, un, qui t'a dit que je faisais de l'argent? L'argent, c'est relatif. Euh, deux, euh, est-ce que tu es conscient de tout ce que ça apporte? Fait que, tu sais, des fois, j'ai des employés, moi, qui sont des fois partis à leur compte. Ah, je vais faire plus d'argent comme ça. Mhm. Puis finalement, je leur parle quelques mois plus tard ou quelques années plus tard. Ouais, hein, c'est pas mal plus dur que je pensais. Il y a plein de choses qui me sont arrivées, des pépins, des choses que j'ai pas pris conscience. Et voilà. C'est la réalité que des fois les gens oublient. C'est quoi les grands enseignements que tu as pu avoir là depuis, c'est quoi, c'est une dizaine d'années que tu es dans le... Ouais, dans le Ouais, milieu, au niveau entrepreneurial ou au niveau comme ouais, entraîneur ou au préparateur niveau, ouais, physique? au niveau entrepreneur, ouais. Euh, ben, d'avoir un partenaire plus ancien qui avait déjà fait des erreurs, ça m'a sauvé quelques erreurs. Euh, De quelle erreur, tu te souviens? Des choses qui t'a... Bah, tu sais, toutes les histoires de cash flow, gouvernement, les, euh, les DAS qu'on appelle, nous ici, là, qui sont les déductions à la source pour le gouvernement. Alors, quand on a des employés, ben, les employés, eux, ont des déductions à la source, il faut que tu paies, mais tu payes ça au trimestre. Fait que tu payes ça Ok. aux 3 mois. Puis, tu sais, lui, il était dans le développement de l'entreprise, puis il me disait, Mike, ton cash flow, il faut toujours que tu y penses parce que aux 3 mois, le gouvernement revient. Fait que quand tu pars un entraîneur à ton compte, tout seul, ben, l'argent rentre, tu peux l'utiliser pour faire le développement de ton entreprise, tu es tout seul. Hein, tu vas payer à la fin de l'année un montant. Là, aux 3 mois, ah, j'ai 25 000 à redonner au gouvernement. Oh, 25 000, c'est même pas les taxes, c'est juste les déductions à la source. Puis là, après ça, tu as les taxes, parce que nous, au Québec, ici, ils vont taxer sur les services.
Alors, 15% de tout ce qu'on a fait, il faut que je redonne au gouvernement. C'est aussi, des fois, les employés sont comme, ah, ben oui, mais là, Mike, par exemple, on charge 100 $ de l'heure. Oui, mais sur 100 $ il y a 15% qui s'en va au gouvernement. Après ça, les déductions à la source, c'est quasiment un autre 15, c'est 17%. Fait que 17% de ça s'en va pour la déduction à la source. Ton salaire, etc., etc. Ah, les gens, Fait que, ils croient que sur 100 $ canadiens, tu en récupères 99 dans ta poche. Bah non. Non. ouais, non, c'est ça, exactement. Alors, c'est un peu là où c'est ces erreurs-là qui m'ont appris. Ce que j'ai appris par la suite Ouais, par c'est moi-même, l'éducation financière, quoi. exactement, l'éducation financière d'entrepreneur. Parce que le salarié, c'est totalement différent. Mm, Euh, moi, ce que j'ai appris personnellement, c'est la première année que j'ai fait beaucoup plus d'argent. Nous, je ne sais pas si c'est comme ça en Europe, mais au Canada, selon le montant que tu fais, ton imposition à la fin de l'année n'est pas la même. Moi, j'étais encore jeune et naïf, à 25 ans, pas pris connaissance de ça. Le jour de payer mes impôts, ma première année comme entrepreneur et à temps plein dans le milieu de l'entraînement, après avoir fini l'université, mon salaire n'était pas le même. Ben, moi, j'avais calculé le même montant que quand j'étais à l'université. Alors, quand le gouvernement me dit, ben, tu me dois 15 000 $, puis tu regardes ton compte personnel, tu es là, 15 000 $. J'ai pas ça dans mon compte actuellement. J'ai dépensé ça pour faire d'autres choses, hein. Alors, ça a été un apprentissage encore financier. Par la suite, ce que j'ai appris par moi-même, c'est que lorsque j'ai racheté les parts de mon partenaire parce que j'ai changé de milieu, euh, là, ça a été tout le volet marketing. Parce qu'on ne faisait pas beaucoup de marketing, le volet droit aussi. Alors, en tant qu'entrepreneur, il y a des choses le fun, mais il y a d'autres choses que des fois, il faut prendre conscience. Fait que les règles des entreprises, les pourcentages de vacances, les journées fériées, toutes des choses qu'avec mon ancien partenaire, bon, on n'avait pas nécessairement cadré. Puis quand j'ai repris le bateau, bon, je vais voir une de mes clientes qui est avocate à ce moment-là en droit des affaires. Elle me dit, mais Mike, il faut que tu fasses un contrat d'employé. Là, tes employés ont le droit à ça, 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 ça. Il faut que tu payes 4 avec 2 semaines de vacances. Nous, au Canada, on a juste 2 semaines de vacances quand on commence. Après 3 ans, c'est 6%. Et toutes ces choses qui sont des détails, mais je fais comme, ah mm. oui, OK, je savais pas. Fait que je pense que ma première éducation que j'ai faite en tant qu'entrepreneur, c'est d'apprendre d'être un bon boss. Parce que être entrepreneur à son compte, c'est une chose. Être un bon boss, c'est une autre chose. Je ne suis toujours pas parfait, parce qu'il n'y a personne de parfait, puis on s'améliore toujours. Mais je pense que c'est un peu ça aussi euh, d'apprendre à bien gérer des employés. Parce que le jour que tu as des employés, c'est totalement différent, parce que là, tu commences à gérer des humains. Mhm. Hein, gérer des chiffres, gérer des factures, gérer des documents, c'est une chose. Gérer des humains, c'en est une autre. Alors, la gestion des ressources humaines, c'est de les écouter, de comprendre c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leur attente. Moi, je fais des meetings aux 6 mois avec tous mes employés individuellement pour savoir c'est quoi leur attente financière. Mhm. Comment tu t'attends à faire l'année prochaine? C'est quoi tes objectifs? C'est quoi tes attentes envers moi? C'est quoi tes attentes envers l'entreprise? C'est quoi tes intérêts que tu veux développer? Parce que pas parce que tu viens travailler chez nous, que tu as travaillé avec les athlètes, que mais moi, j'aimerais mieux peut-être, Mike, travailler avec les athlètes de sport individuel. Parfait. Comme ça, ben oui, tu vas faire des sports d'équipe un peu, mais tout ce qui est sport individuel, je vais te les donner. Mhm. Alors à ce moment-là, je m'adapte à pouvoir du mieux possible, évidemment, Ah, une nouvelle fois, selon c'est ton. de l'écoute, quoi. Exactement. De Mm. voir qu'est-ce qu'ils veulent. Puis, tu vois, là, j'ai un employé à un moment donné, puis de leur donner des plans d'action pour les aider. J'ai un employé qui vient me voir, il me dit, moi, Michael, j'aimerais ça faire 100 000 par année. OK. Comment tu vas faire pour faire 100 000 par année? Parce que là, tu gagnes tant de l'heure, fois 40 heures, ça te donne tel montant. Oui, il manquait environ 45 000 pour faire 100 000. Comment qu'on atteint l'autre 45 000? Parce que oui, je peux augmenter un peu ton salaire, mais si j'augmente ton salaire, ça va être en fonction de ton rendement. Mais pour faire 100 000, je ne pourrais jamais te donner un salaire qui donne 100 000. Alors, comment on Mm. peut faire ça? Ben, je ne sais pas. Ben, là, faut que tu trouves un plan d'action. Est-ce que tu veux peut-être investir dans des blocs? Est-ce que tu aimerais qu'on parte un nouveau projet, donc tu vas en être actionnaire et tu vas pouvoir, en fin de compte, je vais pouvoir t'aider, fait que je vais donner le cash flow au début, etc. Mais tu vas être en charge, tu vas te donner un revenu supplémentaire, etc., etc. Hein? Pas penser. Je rencontre un autre employé, même objectif, 100 000 $. Lui, plan d'action déterminé, en plus d'être préparateur physique et massothérapeute, et les objectifs sont clairs. L'objectif est de faire 100 000 dans 4 ans.
il me donne toutes ses... OK, t'es Mike, tu sais que moi, j'ai telle chose à l'extérieur de la préparation physique. Ça me ramène, par exemple, 30 000. Tu sais que ça, comme préparateur physique, ici, à 40 heures semaine, ça me donne tel montant. Bon, il me manque 20 000 à aller chercher, par exemple. Comment aller le faire? Ben, je vais faire un peu de masso. Il faut que je fasse 5 massages par semaine pendant toute l'année pour me donner mon 100 000. Ben, le plan est déjà établi. Maintenant, on a un plan de base. Puis après ça, bon, quand ils ont atteint leur objectif, c'est quoi ton nouvel objectif? Tu veux faire encore? Tu veux faire plus? Ou tu veux faire 100 000 et travailler moins pour 100 000? Mhm. Tu comprends ce que je veux dire? Fait à ce moment-là, c'est d'essayer de les aider à même l'entreprise à devenir la meilleure personne qu'ils veulent, de la meilleure version d'eux-mêmes et d'atteindre leur objectif financier, parental. Tu vas voir, j'ai un autre exemple. Un de mes employés, lui, l'argent, c'est pas ça sa priorité. Moi, Mike, ma famille, c'est important. Je veux pouvoir avoir un horaire flexible. Lui, c'est un de nos thérapeutes. Il fait son horaire. Je ne l'impose pas tant. J'y impose quelques contrats quand j'ai besoin de lui. Sinon, il fait son horaire. On regarde pour toujours faire un développement avec lui, personnel et professionnel, pour qu'il soit satisfait. Des fois, il me dit, j'aimerais ça commencer à faire un peu plus d'heures. Mes enfants ont vieilli. J'aimerais ça pouvoir commencer à faire un 40 heures au lieu d'un 30 heures. Parfait, on va ré-remplir ta clientèle. Fait que là, je pousse un peu plus à remplir sa clientèle. La clientèle est remplie, parfait. Alors, je pense que c'est vraiment, comme tu disais, l'écoute et l'adaptation. Parce qu'on évolue. Hein? J'ai un employé qui rentre, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'enfant, etc. 2, 3 ans plus tard, maintenant qu'on regarde avoir des enfants, j'aimerais ça que mon horaire diminue, j'aimerais ça avoir un horaire plus stable. Parce que quand tu travailles avec des athlètes, tu n'as pas d'horaire stable parce que les athlètes s'entraînent lorsque les gens ne vont pas à l'école. Alors, nous, on travaille le matin à 6h30, puis on a des contrats jusqu'à 9h le soir, 21h. Alors, tu sais, des fois, j'ai des athlètes, des entraîneurs qui vont travailler 8 heures dans la journée. Ils vont travailler 4 heures le matin, 4 heures le soir des journées parce que dans la journée, pas d'athlète. Alors, c'est un peu la réalité, là. On essaie de faire du mieux qu'on peut. On est loin d'être parfait. Mais l'entrepreneuriat, je pense que si tu veux réussir, c'est d'être ouvert, de communiquer adéquatement. Alors, le livre de Dale Carnegie est toujours un atout. Puis, d'essayer d'être le meilleur leader possible. Et comment vous fonctionnez, vous, par rapport au business model de quand vous accompagnez, tu parlais des chefs d'entreprise ou autres, c'est quoi? C'est des accompagnements de X mois ou comment ça se structure chez vous? Tu vois, nous, on est de la vieille école, alors on change pour 2023. Merci à Jacob Hamel pour ça. En fin de compte, nous, on marchait à la séance. Alors, j'ai des clients qui prennent... On n'a pas de forfait sur 6 mois ou un an. Alors, des clients qui s'est établi, j'entraîne 2 fois semaine à l'année au complet. Il y a des clients que je vois 3 fois semaine à l'année au complet. Puis, quand ils partent en vacances, parce que des entrepreneurs ou des professionnels, ils vont partir 5, 6 semaines dans l'année. Ces 5, 6 semaines-là, on les entraîne pas. Puis on fait des programmes aussi à nos clients, puis en fait, on leur dit de changer aux 4 semaines. Puis des fois, ils vont les tirer 5, 6 semaines. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que oui, on a des résultats, mais pas aussi vite que si on les cadrait sur tu dois prendre un engagement de 6 mois ou un an, puis à tous les mois, on change ton programme. Parce que là, je me rends compte que j'ai commencé à faire ça avec quelques clients, puis à partir de 2023, ça va être comme ça pour tous nos clients. Si maintenant tu venais avec nous, tu vas avoir un contrat, tu prends un contrat de 6 mois ou un an, où on change ton programme aux 4 semaines. Tous les mois, tu reçois ton nouveau programme en fonction de ton objectif. Si tu ne l'as pas fait, ton dernier programme, bon, on peut adapter, mais tu vas quand même avoir ton paiement. Alors, comme ça, inconsciemment, le client dit, hey, j'ai un engagement financier attaché au fait que si je ne m'entraîne pas, je vais quand même falloir payer. Alors, on voit que les clients sont comme, ils réagissent bien à ça, puis ils sont comme, hey, je dois m'entraîner au lieu de dire, bon, je vais l'étirer 2 semaines de plus, puis c'est pas grave si je ne m'entraîne pas. C'est ce qu'on s'est rendu compte. Pour le privé ou semi-privé, là, à ce moment-là, on n'a pas de forfait. Les gens, moi, je m'inscris 2 fois semaine, c'est un engagement que tu as, on t'entraîne 2 fois semaine. Puis évidemment, là, les semaines que tu es en vacances, à ce moment-là, nous, on prend congé. Sinon, la manière qu'on travaille avec les athlètes, comme c'est des contrats, on est engagé par l'université. Alors, déterminer avec le coach ou avec l'université ou les deux parties, c'est combien d'heures que l'équipe a d'allouer par semaine. Par exemple, 10 heures. Parfait, 10 heures, je vais voir le coach. Qu'est-ce que tu veux pour 10 heures? Bon, Mike, j'aimerais ça qu'on fasse 2 courses, fait que des entraînements de vitesse, de changement de direction avec mes athlètes. Et j'aimerais ça 3 musculations par semaine.
Parfait. Fait que ça, c'est l'encadrement qu'on a pour cette équipe-là. Mhm. Et ça, c'est d'un contrat à l'autre, c'est différent en fonction des réalités budgétaires, réalités du sport, parce que patin artistique, le nombre d'heures qu'ils pratiquent versus mes joueurs de football américains, c'est différent. La patin artistique, c'est un sport individuel qui est sur l'année. Là, le football américain, ici au Québec, avec la neige, ça dure 3 mois. Alors, Mhm. ils sont en off-season pendant 9 mois. Ouais. Alors, c'est pas la même réalité. Fait que selon le sport, encore une fois, le contexte et l'environnement qu'on a, ben, nous, on monte le forfait, le contrat avec l'entreprise ou avec l'équipe sportive ou avec l'institution, puis on détermine. Nous, on marche sur 3 cycles. J'appelle ça la session d'automne, la session d'hiver et la session d'été. L'été, on a beaucoup de camps de préparation physique pour préparer les sports d'automne. Mhm. Par exemple, football, hockey, basketball, volleyball. C'est tous des sports que l'été, on a. L'été passé, par exemple, on avait 70 athlètes qu'on entraînait en semi-privé 3 à 4 fois semaine, avec un encadrement très, très rigoureux, qui sont concentrés que sur leur préparation physique pour leur sport qui arrive à l'automne. Ça veut dire 3 entraînements en musculation souvent, un quatrième par eux-mêmes, puis 2 à 3 entraînements supervisés de course. Nous, on appelle ça des speed, agility and quickness. Fait que, Mhm. où on travaille la vitesse, on travaille les changements de direction, on travaille tout ce qui est explosion, coordination, etc. Ça, c'est l'été. L'automne et l'hiver, ça va être les écoles avec la réalité scolaire, puis les saisons des athlètes. Des programmes hybrides un peu avec le online ou pas forcément? On s'en va vers là, on lance ça. On a des clients, j'ai des clients à distance. Je ne considérais pas ça online avant. C'est-à-dire que j'ai des clients en ce moment, j'ai des athlètes qui sont en Finlande, on en a un en Autriche, j'en ai une qui est en Australie. Alors, oui, on fait du à distance, mais c'était pas un main business où Mhm. là, pour le 1er novembre, on s'en va sur un projet online pour entrepreneurs qui ont à travers le monde où on va travailler sur, oui, la préparation physique, pour avoir plus d'énergie, être plus en forme, d'atteindre tes résultats physiques, mais aussi au niveau développement personnel. Alors, communication. Tu es un entrepreneur, tu es un professionnel, ben, ta communication est toujours une clé. Parce que tu sois ingénieur, tu as à communiquer avec des architectes, avec d'autres mondes, que tu sois un médecin ou que tu sois un avocat ou un comptable, tu as à échanger avec des clients. Alors, Mhm. comment optimiser ta communication pour être une meilleure personne, un meilleur humain? C'est un peu là où on s'en va là, dans notre forfait online euh, qu'on va offrir, qui est déjà bien reçu là, de nos clients actuels qui sont entrepreneurs professionnels, qui sont comme ah, c'est donc bien cool. Eux, ce qu'ils vont faire, ils vont embarquer là-dedans, puis en plus, ils vont prendre des séances en privé parce Mhm. qu'ils sont en ville. Puis ceux qui sont à distance, bien, à ce moment-là, vont faire le suivi à distance. Puis ils vont être dans une communauté. Fait qu'à ce moment-là, on va créer vraiment une communauté d'entrepreneurs où on va développer leur volet physique, mais aussi leur capacité de communication pour être de meilleurs humains, finalement. Comment tu fais, Mickaël, pour tout gérer? Euh, je travaille encore beaucoup. Cependant, j'ai appris à déléguer graduellement. C'est-à-dire que, par exemple, dans le projet online, je suis avec un autre partenaire, qui est Alexandre, que tu connais, qui, lui, a la succursale de notre entreprise Fonction Optimum à Trois-Rivières. Fait que nous, on va gérer à deux ce volet-là. Fait que je suis pas tout seul. Puis ici à Sherbrooke, pour tout ce qui est en présentiel, j'ai mon staff, j'ai deux personnes qui sont plus anciennes, où je leur donne tranquillement plus de leadership, où ils vont, par exemple, ceux qui vont, mettons, gérer les contrats, qui vont parler avec les autres employés, qui vont s'assurer que même si je suis, exemple, à Chamonix avec toi en formation, ben, qu'ils puissent, s'il y a une bad luck ou quoi que ce soit, s'adapter, sans que ce soit moi qui le gère. Fait que j'ai appris tranquillement à déléguer. C'est le plus dur de tout, c'est d'apprendre à déléguer. C'est mon plus grand défi. Euh, Puis c'est d'apprendre à accepter que ça ne soit pas fait comme moi je le ferais. Mhm. C'est le plus grand défi. Puis c'est ça. Sinon, Est-ce que on tu as des travaille encore routines de beaucoup. productivité, des petites choses comme ça que tu utilises? J'utilise beaucoup la to-do list. Ça a l'air aussi con que ça. Moi, j'ai une to-do list. À tous les soirs, je me vide la tête sur un papier pour bien dormir parce que le sommeil est essentiel. J'ai la chance de toucher l'oreiller et de m'endormir en moins de 2 minutes. Alors, j'optimise mon sommeil en vidant ma tête. Je me relève le matin. Moi, je me lève à tous les matins à 5 heures. Parce qu'en 5 heures au Québec, là, nous ici, les gens, je peux envoyer tous mes courriels, mes messages. Il n'y a pas grand monde qui me répond avant 6-7 heures.
Alors, à ce moment-là, moi, je suis productif. Je n'ai pas de dérangement de clients, athlètes, coachs, préparateurs physiques qui m'écrivent, qui ont des questions, etc. À ce moment-là, je me concentre sur la production et le soir, je fais les tâches que je considère simples, qui ne me demandent pas de l'effort physique là, ou mental. Fait que, par exemple, faire de la facturation, remplir des reçus pour mes clients, réécrire d'autres courriels, mettons, à des clients qui ne me prennent pas vraiment d'énergie. Puis dans la journée, je travaille sur le développement parce que je suis une personne qui est le matin, qui est beaucoup plus productif le matin. Fait que je fais beaucoup de bureaux avant midi. Puis en après-midi, bon, la routine de m'entraîner, voir mes clients, etc. Alors, je pense, puis je suis coach en PNL aussi. Fait que je fais aussi un peu je travaille sur moi-même en tout le temps, me dire, OK, est-ce que je le contrôle pas? Est-ce que c'est ma perception ou c'est la réalité? Alors, c'est de remettre toujours en question et je lis aussi sur le développement personnel. Fait que, euh, autant des livres sur la communication, autant sur la business en réalité en développement personnel pour me permettre de euh, toujours devenir meilleur. Parce que comme on disait tantôt, le jour que tu arrêtes d'apprendre, c'est le jour que tu commences à devenir con. Euh, euh, fait que c'est un peu là, fait que ça, c'est mes après-midi. Fait que le matin, je suis très productif. L'après-midi, c'est là que je prends soin de moi. Je m'entraîne jamais après 4-5 heures parce que mon niveau d'énergie pour m'entraîner, ma motivation est vraiment plus basse en soirée. Puis le soir, là, je prends beaucoup de temps, mettons, avec ma conjointe qui est encore athlète, elle aussi, fait qu'elle se promène, ou j'aime ça aller voir des équipes que je suis, parce que les games sont de soir, les parties. Puis, pour moi, ça me vide la tête. Je suis juste là, j'observe, je suis pas en train de travailler, puis j'ai du plaisir parce que j'adore le sport. Alors, c'est comme un bon mix, là. Et qu'est-ce que tu veux, où est-ce que tu veux aller avec ton business? C'est quoi ta vision? Euh, Bonne question. En fin de compte, c'est des choses qu'on travaille hein, avec dernièrement. Ma vision elle a évolué. En fin de compte, évidemment, là, moi, je me vois en fin de compte d'ici quelques années vraiment plus être du volet communication, développer mon volet conférencier où j'adore aider les coachs avec ce volet-là puis pouvoir leur permettre d'être meilleurs avec leur savoir-être parce que je pense que c'est une clé dans le milieu puis pas nécessairement une lacune, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent de ça dans notre milieu. Et, fait que ça, c'est quelque chose que je veux développer d'ici 2-3 ans où je suis déjà bien parti ici au Québec. Là, on a une formation le 10 décembre presque déjà remplie. Puis, on va en donner dans des entreprises privées aussi. De l'autre côté, Fonction Optimum, qui est mon entreprise de préparation physique, ben, j'aimerais ça pouvoir que notre online pour entrepreneurs soit une référence à travers le monde francophone ou anglophone parce qu'on travaille en anglais et en français. Puis, j'aimerais ça pouvoir travailler moins sur le terrain. Moi, mon objectif, là, c'est de travailler 10-15 heures sur le terrain avec les clients que je veux voir parce que je ne serais pas capable de ne pas coacher. J'adore coacher. Ça me, ça me, ça me recharge mes batteries de coacher, voir du monde, le volet humain. D'autre côté, pouvoir aider des coachs avec la communication, puis d'avoir un online qui me permet de pouvoir travailler n'importe où. Alors, par exemple, venir te voir en France, donner une conférence, puis pouvoir aider mes clients à distance online. Fait que c'est un peu la réalité là, qu'on va avoir, un balance entre le volet présentiel parce que c'est mon dada et le volet online de pouvoir aider le plus de monde parce que je crois que euh, en personne, on est limité. Hein? Quand tu échanges du temps contre de l'argent, tu peux pas travailler plus qu'un certain nombre d'heures par jour, par semaine. Puis, ben, plus que tu vieillis, plus que ta capacité à travailler, elle diminue parce que la fatigue elle rentre, et etc. Alors, mon objectif, ça va être ça là, à long terme, c'est de pouvoir, en fin de compte, travailler moins, mais travailler plus intelligemment, puis pouvoir aider plus de monde. Très inspirant, merci. Est-ce que tu aurais, à part le livre de Dale Carnegie, d'autres ressources qui pourraient inspirer des entrepreneurs, des personal trainers, coachs? Tu vois, en fin de compte, il y a des livres qui ne s'adaptent pas nécessairement à notre milieu, mais qui sont faits pour notre milieu. Par exemple, Les 5 langages de l'amour de Chapman, qui, là, le monde va dire, bah oui, mais ça, c'est pour les relations, etc. Il y a le même livre qui a été créé par le même auteur, qui est Les 5 langages du travailleur, que le monde ne
connaissent pas. Tout le monde connaît les 5 langages de l'amour. Les 5 langages du travailleur se transfèrent exactement aux 5 langages du client. Ça veut dire que c'est la manière de donner les rétroactions. Alors, comment, en fin de compte, donner... Dans les 5 langages de l'amour, on parle de quoi? On parle de cadeaux, on parle de paroles valorisantes, on parle de moments de qualité, on va parler de toucher physique et on va parler de service rendu. C'est les 5 choses. Bien, transfère ça à ton service pour pouvoir permettre, selon ce que la personne devant toi aime recevoir, comment tu vas adapter tes rétroactions et tes feedbacks pour ta rétention client. Alors, il y a plus qu'une manière de faire. Il n'y a pas une bonne manière. Il y a juste une manière de faire selon la personne devant toi. Souvent, les gens vont donner aux autres comme ils aimeraient recevoir. Mais il faut donner aux autres comme les autres aiment recevoir et non ce que nous, on aime recevoir. Par exemple, quand tu es en couple, par exemple, ta conjointe peut avoir aimé, elle, les moments de qualité. Elle aime ça quand tu prends une soirée avec elle, sans cellulaire, où vous êtes juste vous deux, pas de travail, pas de business, on a juste un moment ensemble. Et toi, tu aimes ça quand elle valorise ton travail, qu'elle te dit ah, Andy, je suis vraiment fier de toi, tu as accompli de belles choses. Puis là, toi, ça, c'est ta manière de retrouver la rétroaction, puis ça te satisfait. C'est la même chose avec mes clients. J'ai des athlètes qui aiment ça, avoir un high five. J'en ai d'autres qui aiment avoir la rétroaction de Hey, je suis vraiment fier du travail que tu as fait. As-tu vu le travail que tu as donné, qui t'a apporté tes résultats, etc. J'en ai d'autres qui, par exemple, j'ai des athlètes, ils atteignent des objectifs dans l'été, je leur donne un cadeau. Un chandail, un hoodie. Ils sont comme ça, c'est pour moi? Oui. J'en ai d'autres, c'est des services rendus. On avait une séance d'1 heure. Je décide de prendre 10 minutes après pour t'étirer parce que, bon, tu as des tensions musculaires ou je te donne des exercices pour pouvoir t'aider, qui n'est pas sur mon temps de travail habituel, mais je le prends. Tu comprends? Fait qu'eux sont comme, hey, tu n'étais pas obligé de le faire, tu m'as rendu service. Puis j'en ai d'autres qui c'est autant. Tu sais, alors à ce moment-là, tu touches un peu à tout pour pouvoir aider tes clients à devenir, à avoir une motivation plus grande à faire ce que. Un autre livre que j'aime bien, qui sont tous des livres de base, Les 21 lois irréfutables du leadership de Maxwell. Je ne sais pas si tu as déjà lu ce livre-là. Celui-là, non. Non, non. L'autre, oui, mais celui-là, non. Fait que ça, c'est 3 livres que je conseille de base. Après ça, là, on pourrait parler de ce que j'utilise, moi, pour comprendre mes clients, qui est l'anéagramme, qui est une manière de parler des types de personnalités, mais c'est poussé. Fait que tu peux aller lire. Il y a plein de livres sur l'anéagramme, sur les types de personnalités qui sont hyper intéressants. Avant tout ça, il faut être capable de bien communiquer. Puis, une question que je pose quand je fais la formation sur la communication, puis aux gens qui viennent me voir, qui veulent devenir des meilleurs professionnels, c'est est-ce que est-ce que tu sais qui tu es? Puis ça, les gens veulent tellement le savoir, comme on parlait tantôt, le savoir-faire, le faire savoir, qu'ils ne pensent même plus à savoir qui sont eux-mêmes. Alors, est-ce que tu sais qu'est-ce que toi t'aimes? Est-ce que toi, qu'est-ce qui te fait réagir en tant que personne? Qu'est-ce que tu apprécies recevoir comme feedback? Parce que si tu sais ça, ben, ça permet de pouvoir mieux communiquer. Fait que des fois, c'est un travail à faire sur soi pour devenir une meilleure personne. Fait que ça t'aide au niveau professionnel, puis ça t'aide au niveau personnel. Fait que je pense que les 3 livres, là, ça serait Dale Carnegie sur comment se faire des amis et influencer les autres. Et en passant, Dale Carnegie a un autre livre hyper puissant que le monde oublie, c'est Comment gérer le stress et l'anxiété, qui est super bon. Puis, après ça, il va avoir le livre de Les 5 langages de l'amour, qui est, j'oublie son prénom, mais c'est Chapman. Chapman, oui, exactement. Et le 3e, c'est Maxwell qui a écrit ça, qui est Les 21 lois irréfutables du leadership. C'est des livres simples, qui ont de 200, 300 pages, et qui t'apportent à avoir une ouverture sur être une meilleure personne et optimiser tes communications, tes relations avec les autres. C'est un peu, ce seraient les 3 livres là, que je conseillerais pour commencer. Excellent. Bah, merci en tout cas pour ton partage. J'espère, et je vais le dire là à l'antenne, mais que je vais pouvoir te faire venir du coup en France pour toutes ces formations, parce que je pense que voilà, ça peut être hyper intéressant pour améliorer notre façon de coacher, de cette relation aussi avec l'humain qui est hyper important.
Donc ça, vous serez au courant dans les semaines, dans les mois à venir. On va voir avec Mickaël comment on peut faire. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais une dernière chose à nous partager? Même si je sais que tu aurais plein de choses, mais une seule chose, si tu devais nous dire une seule chose. Je te dirais une phrase que je répète souvent aux gens. Contrôle ce que tu peux contrôler. Ça veut dire tes actions, tes réactions, tes émotions. Alors, si tu veux passer du point A au point B, tu contrôles tes actions, tes réactions face au défi. Alors, prends-toi en main et passe à l'action. Top. Merci en tout cas. Merci à tous d'avoir écouté le podcast. N'hésitez pas à mettre un 5 étoiles pour Mickaël, un petit commentaire. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci à tous. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.